parole est à vous. Qui veut intervenir? Je distribuerai la parole. Monsieur, voilà. Alors le principe, c'est que je donnerai priorité, je vous ai vu aussi monsieur, on fera un homme, une femme, ce qui est un peu difficile, mais bon. Voilà. Oui, mais voilà, elles ont priorité, sachez-le. Donc je vous en prie, monsieur, donc vous vous présentez, 3 minutes s'il vous plaît. On affiche d'ailleurs le temps, je vais être plus rigoureux que je ne l'ai été au démarrage, c'est normal, hein, vous savez, les arbitres, chacun son style. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour, Denis Boulanger, donc vice-président Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais, et je félicite le port de le mener à bien. Je voudrais simplement mettre pas des réserves, mais plutôt quelques commentaires. Évidemment, on a besoin, l'agriculture a besoin du port de Dunkerque sur le vrac, hein, puisqu'on a un port céréalier très important, je pense. Hein, c'est plus de 3 millions de tonnes qui partent de Dunkerque tous les ans. Ça, c'est très important. Mais aussi des containers. Je pense que là-dessus, on peut se rejoindre facilement. Et puis, quand même, un point élément où on se bat quand même, même si vous êtes propriétaire des terrains, hein, ça je le conçois très bien, et heureusement que vous l'êtes d'ailleurs, sinon je pense qu'on aurait beaucoup plus de problèmes pour trouver des solutions. Mais simplement dire qu'il faut essayer dans la mesure du possible de consommer le moins de foncier possible, parce que d'une part vous pouvez encore en avoir besoin, et d'autre part, sur ce qui n'est pas utilisé, la production agricole peut continuer à continuer. Ça c'est important. Voilà, c'était quelques points que je voulais dire. Et le dernier, attention aussi, là aussi, on n'ait pas une double peine. Sur la consommation de foncier, en ayant besoin le foncier pour pouvoir développer le projet, ce que nous souhaitons et ce qu'on porte tout à fait volontiers, et puis la consommation de foncier pour faire des compensations environnementales qui ont déjà eu lieu sur pas mal de territoires. Voilà, merci. Merci monsieur d'avoir tenu la fameuse double peine. Monsieur, il y a quelqu'un qui a demandé la parole sur... Voilà, je vous en prie. Je m'appelle Alain Marcy, j'habite la ville de Lonne-Plage. Je suis côté voisin du port autonome. Alors j'ai 3 questions rapides. Pour nous, citoyens de la ville de Lonne-Plage, le Dunkerque port, c'est l'étranger. C'est des barbelés, on ne peut pas y accéder. C'est tout, c'est comme ça. Deuxième chose que vous ne parlez pas, la pression migratoire, qui arrive de plus en plus et qui va largement qui va poser de gros problèmes. Et ensuite, la A16, là, vous allez avoir au-delà des problèmes. Voilà, c'est uniquement ça que je voulais dire. Merci. Parfait, merci monsieur. Monsieur, je vous en prie, monsieur. Bonsoir, Nicolas Fournier. J'ai l'honneur de présider la fédération d'associations Adelpha, fédération agréée pour la protection de l'environnement. Je siège également au conseil de développement du port de Dunkerque. Alors en préambule à ce débat, je voudrais d'abord vous rassurer sur l'aspect courtoisie, puisque ici, sur ce territoire, il paraît qu'on a une culture du dialogue et de la concertation qui n'a nulle pareille ailleurs. Cependant, je voudrais vous faire part de notre expérience en tant que militant, c'est pour avoir participé au débat public sur le terminal méthanier, qui a effectivement eu lieu il y a maintenant quelques années. Et à l'époque, bien sûr, nous étions complètement défavorables à l'implantation de ce terminal méthanier. Et force est de constater aujourd'hui que nos arguments se sont révélés être la réalité d'aujourd'hui. Je veux dire par là que pour nous, c'était un projet inutile et coûteux, qui fait partie de ce cortège des grands projets inutiles. Et aujourd'hui, on voit bien que ce terminal méthanier ne répond pas aux projections qu'on avait établies à l'époque, puisqu'il vient très peu de navires méthaniers. Ce terminal méthanier fonctionne en sous-capacité. On le savait déjà du départ, on l'avait dit, mais on n'a pas été entendu. Donc on espère qu'aujourd'hui, on sera davantage entendu lors de ce débat public, d'importance pour le territoire. Évidemment, on sera très soucieux à tous les aspects environnementaux et notamment à la capacité du port à évacuer les marchandises, les conteneurs vers l'Interland. C'est pour nous un des points primordiaux, puisqu'on voudrait qu'on évite de mettre davantage de camions sur les routes et en multipliant par 7 le nombre de conteneurs, on a beau rabaisser la part du trafic routier, ça va être quand même beaucoup plus de trafic sur nos routes et on sait que nos autoroutes, la 16 notamment, sont déjà très congestionnées et encombrées de poids lourds très accidentogènes. Et on sait par ailleurs que malheureusement, on a des craintes sur le réseau ferroviaire et fluvial qui n'ont pas été assez valorisés à leur juste valeur par la France.
J'ai des doutes sur la capacité du réseau fluvial à évacuer tous ces conteneurs. On ne va pas les mettre sur des péniches type Fraissinet. Il va falloir des barges, il va falloir relever les ponts, il va falloir peut-être aussi créer je ne sais pas, le canal Seine-Nord, dont on dit qu'il a du mal à sortir de terre aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup d'interrogations pour nous. Mais en tout cas, on va tâcher, même si on a été échaudé par le dernier débat public du terminal méthanier, on va tâcher de contribuer et d'apporter nos contributions. Merci. Merci monsieur. Je note une série de questions. On prendra les brassées. Soyez certains que je vais m'attacher à ce qu'on réponde à l'ensemble des questions qui se regroupent et commencent à se recouper. Monsieur. Oui, Vincent Paliès, professeur d'histoire-géographie au collège Gaspard Malo ici à Dunkerque. Je pose des questions parce qu'on a beaucoup parlé d'Interland. Alors Interland, pour qui ne parle pas allemand, ça veut dire l'arrière-pays. Et on a parlé du port de Marseille qui a un gentil Interland sur toute la vallée du Rhône et du port du Havre qui a un très bel Interland sur la vallée de la Seine. Sauf que nous, à Dunkerque, on n'a pas le fleuve. On est malin. Avant, on avait la frontière belge. On l'a passé de façon un peu compliquée. On a creusé un canal, ça fonctionnait bien pour alimenter l'île et tout le nord de la France. Sauf que, entre-temps, on n'a plus de douane, on n'a plus de frontière belge, autre que administrative. Et que Anvers est en train de récupérer la place qu'elle avait à la Renaissance, c'est-à-dire d'être le premier ou deuxième port d'Europe, selon comment on compte. Et du coup, finalement, on n'a pas de fleuve, on a un canal qui est plus ou moins caduc, et je me demande tout simplement quelle est l'utilité de développer comme ça de nouvelles infrastructures, parce que ça a été dit, on a des infrastructures qui ont quand même une certaine qualité. Pour rappeler, Anvers, qui est quand même aujourd'hui le deuxième port d'Europe, les navires les plus gros n'y rentrent pas, sauf quand c'est les marées les plus hautes. Vous prenez les derniers CMA-CGM, le Boulainvilliers, le Tchancreux, ils ne rentrent qu'à marée haute à Anvers. Et encore, c'est extrêmement compliqué. Ce serait beaucoup plus facile ici, mais malheureusement, on n'a pas de trafic. Ceci mène donc à la question de la concurrence. Parce que de fait, on est en concurrence avec Anvers et on est en concurrence avec un acteur contre lequel on est perdant parce qu'il est beaucoup plus fort que nous. J'ai entendu parler tantôt de Zeebrugge et le cas est assez intéressant. Zeebrugge a pu se développer parce que Zeebrugge était capable de rentrer en réseau suffisamment performant, suffisamment lié avec Anvers, avec ses ports-filles de Gand. Zeebrugge est devenu un port-fils et est capable de rentrer en réseau non seulement avec Anvers, mais aussi avec les grands ports de Rotterdam, Amsterdam et jusqu'à Hambourg, tout simplement parce que ces gens-là parlent tous parfaitement néerlandais, parlent tous parfaitement anglais, ont à peu près le même genre de culture de travail et sont capables de fonctionner extrêmement bien ensemble. Nous, on n'a pas ça. On ne parle pas néerlandais ici. Ça nous pose des problèmes considérables. Et du coup, ce qui nous mène à une autre concurrence, qui est une concurrence avec la France, c'est la concurrence avec le Havre. J'entends beaucoup parler du canal Seine-Nord. Moi, je suis un peu dubitatif. Je suis désolé, je ne représente pas les intérêts régionaux. Moi, je suis fonctionnaire d'État. Donc, je ne suis pas là pour défendre particulièrement les intérêts de la ville de Cambrai et du Cambrésis pour une jolie plateforme logistique. Moi, je me pose simplement la question, si on construit un canal Seine-Nord et que potentiellement on va faire accroître le trafic qui en réalité va à Paris, qu'est-ce qu'on veut comme destin pour le Havre et qu'est-ce qu'on veut comme destin pour la vallée de la Seine? Si on se pose un peu des questions d'intérêt national, est-ce qu'on veut que Rouen se transforme en la misère sociale qu'a connue la région du bassin minier dans les années 90-2000? Je vous remercie. Bien, alors là j'ai une question un peu stratégique quand même. Peut-être on peut... Canal Seine-Nord, c'est sujet d'actualité, hein, c'est Canal Seine-Nord, le plus pour le projet, l'articulation du projet, le plus du projet par rapport à Seine-Nord, la concurrence avec les Belges, finalement qu'est-ce qui fait qu'ils sont performants, il y a des éléments d'histoire. Voilà, on a une caractéristique à Dunkerque, mais vous avez relevé le fluvial, mais absolument pas le ferroviaire. Vous savez que nous avons une voie ferroviaire qui s'appelle l'artère nord-est, qui va jusqu'à Strasbourg en double voie électrifiée, avec 3 possibilités de tourner autour de l'île. Vous savez aussi que pour aller en région parisienne, nous avons l'ancienne plateforme des chemins de fer du Nord, qui s'appelle Creil, avec là aussi une double voie électrifiée. Donc l'atout de Dunkerque, depuis toujours d'ailleurs, parce que il a été utilisé comme ça sur la sidérurgie pendant un temps très important, c'est le ferroviaire. Donc je pense que dans le débat de la multimodalité, c'est le sujet, il va quand même tourner autour de ça. Pour ce qui est du fluvial, la réserve de capacité, c'est 12 millions de tonnes, on en traite 3 aujourd'hui. Donc vous voyez que le rapport entre la réserve de capacité et ce qu'on fait est quand même très très important. Mais je laisserai François Solé compléter. Sur le Havre, concurrence des ports, complémentarité, c'est ce sujet-là, hein, c'est aussi le sujet un peu global. Oui.
sur le Havre, l'État français est propriétaire de 7 grands ports en métropole et de 4 ports outre-mer. Bon. Chacun de ces ports a une bonne utilité. Et le port du Havre peut avoir sa vie propre et le port de Dunkerque sa vie propre. Hein. Et l'idée qu'une spécialisation particulière serait plus efficace, c'est une idée très cartésienne que les Russes ont essayé pendant un temps, ça n'a pas beaucoup marché. Je crois qu'il reste que la Corée du Nord pour appliquer ce genre de truc. Donc, imaginez aujourd'hui que vous ayez dans un centre commercial un seul restaurant, un seul magasin de chaussures, un seul magasin de vêtements, vous n'y viendriez pas. Il faut qu'il y ait plusieurs offres sur un territoire pour que ce territoire devienne attractif. Nous, ici dans le Nord, on a un avantage, c'est qu'on a le port de Calais, le port de Boulogne, le port de Dunkerque, qui sont très complémentaires, et on l'a vérifié encore il n'y a pas longtemps en allant en Amérique centrale. Et donc, avec cette offre complémentaire, cette offre des ports de la Côte d'Opale, on est d'abord le premier ensemble portuaire de France, disons-le. Donc dire les autres sont plus forts que nous, ben je dis non, c'est pas vrai. Dire qu'on n'a pas d'interland, ben si on a un interland, de toute façon l'interland, comme vous l'avez dit, c'est le terrain. Si vous expliquez aux Champenois ou aux Alsaciens qu'ils ne font pas d'interland, ils ne vont pas être d'accord non plus. Donc c'est à nous d'aller le chercher. Aujourd'hui, le 80% du trafic du port de Dunkerque se fait dans un rayon de 150 km. Nous, ce qu'on veut, c'est étendre ce rayon de 150 km, passer à 300, 400, 500 km, en commençant par la région des Hauts-de-France, parce que c'est vrai que dans la région des Hauts-de-France, il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort. Et moi, j'en atteste, parce que quand je suis arrivé au port de Dunkerque, j'étais le Lillois de service, et à l'époque, être Lillois, c'était pas terrible vis-à-vis d'un Dunkerquois, vous voyez. Hein, je me souviens, j'en voyais à côté, là, il me prenait bien pour le traître d'Anvers qui venait regarder ce qui se passait à Dunkerque. Aujourd'hui, et on l'a encore vérifié hier, à Lille, les Lillois, ils sont devenus pro-Dunkerque à fond, à fond. Donc si on leur donne pas un port qui est capable de traiter leur trafic, ça va plutôt les énerver. Vous voyez. Donc on a tout intérêt à développer cette activité ensemble, et c'est ça qui fait qu'on a confiance. On a confiance dans la bonne capacité des Dunkerquois à créer quelque chose, mais on a aussi confiance dans les autres pour nous aider à ramener le trafic vers Dunkerque. Sur Seine-Nord, Alors sur Seine-Nord, le canal Seine-Nord, il faut voir une chose, c'est qu'un canal, c'est pas destiné uniquement au port. Vous prenez les canaux français, 80% des trafics des canaux français sont à destination de l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce qu'on transporte de tout sur un canal. On transporte du gravier, des ordures, du fer, des bagnoles, etc., etc. Bref, le canal Seine-Nord, et l'intérêt du canal Seine-Nord pour la région, c'est pas seulement le port de Dunkerque, déjà. Deuxième chose, compte tenu, comme on l'a dit, de notre relative modestie en matière de containers, si demain le canal Seine-Nord existe, on va, avec la hauteur des ponts qu'on a, on va largement passer tous les containers qu'on veut passer. Largement. Hein. Et c'est pas la peine d'aller chercher le milliard supplémentaire qu'il faut pour remonter les ports de 2 mètres. Les ponts de 2 mètres. Hein. Donc, peut-être qu'un jour il faudra le faire, et j'espère qu'un jour il faudra le faire. Mais si vous aviez assisté d'ailleurs à la première séance, qui n'était pas la séance inaugurale, mais la pré-séance, à la fois VNF et Réseau Ferré de France, enfin excusez-moi, maintenant c'est devenu SNCF Réseau, nous ont dit on a la capacité d'absorber tout ce que vous nous annoncez. Enfin, je cherche un mot au tingouin, ils nous l'ont dit, on a la capacité d'absorber tout ce que vous nous annoncez. Voilà. Alors c'est vrai que sur l'autoroute A16, il faudra regarder comment les choses vont se passer. Mais il y a des études qui sont en cours, bon, et puis vous savez bien qu'au niveau de la route, beaucoup de choses vont changer et qu'il faut en tenir compte avec l'automatisation des types de conduite. Alors on peut débattre là-dessus, c'est pas l'objet ici, hein, mais tout ça va faire que... Peut-être un peu, mais enfin alors à ce moment-là il faudrait qu'on sache de quoi on cause. Mais bref, toutes ces choses font que on est loin d'avoir atteint la saturation partout. Vous voyez. En France, on est habitué à avoir des autoroutes vides. Et dès qu'on voit 3 camions, on dit « Ah, elle est saturée ». Attendez, vu le prix d'une autoroute, j'espère bien qu'on va les saturer, ces autoroutes. Hein, voilà. Bien, donc la 16, c'est un sujet que j'y reviens tout le temps, ça je vous le dis tranquillement. Il n'y a pas un de nos interlocuteurs qui n'ait pas dit qu'il y a un sujet. Et ça c'est assez clair, les gens se disent, il y a des murs de camions, il n'y a pas seulement la 16. Voilà. Donc la question devra sans doute être creusée. Oui, non mais il y a des réponses dans le document, j'entends bien, mais enfin il faudra sans doute qu'on aille un petit peu plus loin. Les impacts agriculture, on va les prendre les uns après les autres, en sachant que je demande à la régie de bien prendre des temps de parole, puisque le principe c'est que la maîtrise d'ouvrage dispose d'un temps de parole équivalent aux intervenants de la salle. Donc là, la façon dont c'est comptabilisé ne me convient pas du tout.
Donc si on pouvait faire en sorte, les intervenants parlaient 7-8 minutes, voilà. Donc si on peut prendre les dispositions pour que ça se passe comme ça. Alors, donc, impact agricole, l'interpellation du monsieur de la Chambre d'agriculture, peut-être pouvez-vous en dire quelques mots, double peine, enfin bon. L'impact agricole, Monsieur Boulanger, on a d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer le sujet lors de l'atelier préparatoire. Le port n'est pas un spécialiste de l'agriculture, c'est pas son métier. Hein. Il a géré des terrains agricoles en bail précaire depuis des années. La solution que nous avons choisie par rapport à l'agriculture, c'est de remettre le dossier dans les mains de ceux qui savent de quoi ils parlent. Et donc nous avons, et c'est dans le dossier, confié une mission à la SAFER qui va nous accompagner dans le cadre de ce projet pour trouver les meilleures solutions en fonction des départs des agriculteurs qui arrêteront leur activité, qui pourront voir leur terrain transféré à d'autres agriculteurs. Nous sommes dans une logique où nous allons vraiment nous appuyer sur les professionnels. Ça, c'est le leitmotiv de notre dossier. Je pense que c'est un point fondamental. Et effectivement, vous l'avez dit, la double peine, c'est aussi un point important. Nous sommes dotés, c'était dans la vidéo, d'un schéma directeur du patrimoine naturel où nous avons identifié des corridors dans lesquels nous allons intégrer les mesures compensatoires de tous ces projets. Ce document, c'est le premier qu'on ait fait en France, validé par le Conseil national de protection de la nature à l'unanimité en 2010. Ça nous permet de donner de la visibilité sur les mesures compensatoires, donc j'espère qu'on répondra aux préoccupations de l'ensemble des agriculteurs. L'accès à la mer, question que vous avez posée, monsieur, séparation, avez-vous dit, comment vous... On ne demande pas des détails de la réponse, mais comment vous abordez cette question de l'accès à la mer, autre point qu'on a rencontré tout le temps. Est-ce que... L'accès à la mer. L'accès à la mer, c'est l'accès des citoyens de Dunkerque, c'est ça dont on parlait, on est d'accord. Hein. Bon, eh bien, qu'est-ce que ça, c'est pas nous qui l'avons décidé. On a demandé que les ports soient grillagés, fermés, pour des questions de sûreté. C'est pas de sécurité, c'est de sûreté. C'est-à-dire d'intentions malignes de gens qui nous voudraient du mal et qui se serviraient des ports pour venir faire, entre autres, des attentats et tout ce que vous pouvez imaginer. Bon. Donc, c'est une réalité dont on est obligé de tenir compte. C'est précisément pourquoi, je le disais tout à l'heure d'ailleurs à la conférence de presse, c'est que nous, on va reprendre la main là-dessus pour faire que les gens du Dunkerquois, et d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le Dunkerquois, puissent venir voir le port, visiter le port. Bon, mon voisin a fait déjà un bel effort avec le musée portuaire qui fait quand même de très belles choses pour expliquer le port de Jésus-Christ à nos jours. Hein. Bon, voilà. Non, 1000 quelques années avant, mais enfin bref, beaucoup de temps jusqu'à maintenant. Vous verrez dans les, je dis pas dans les 3 mois qui viennent, mais d'ici l'année prochaine, un beau port center qui permettra aux gens de venir, que ce soit les gens des écoles, les petits qui doivent venir voir, tâter ce que c'est, et les grands, parce que moi je fais visiter le port depuis plusieurs années et je suis très content de voir que quand les gens voient le port, ils sont impressionnés par la puissance du port, la technicité du port, sa taille aussi, etc. Donc voilà. Donc ce sera avec grand plaisir qu'on fera visiter le port, mais évidemment, ça passera toujours par le fait qu'il faudra montrer sa carte d'identité, qu'il faudra rentrer en groupe, etc., etc. Alors avant de passer à la salle, comme une question qui était posée, est-ce que vous tirez le même bilan que le monsieur sur le port méthanier? Est-ce qu'on a assez de recul? C'est en janvier. Le monsieur disait quand même... Non. C'est là aussi une discussion qu'on a souvent avec Nicolas Fournier. Il y a eu un bateau fin septembre, il y a 2 bateaux au mois d'octobre, il y a beaucoup de bateaux qui sont prévus au mois de novembre. Laissons-le démarrer, le terminal. Le terminal, il a été mis en service au 1er janvier. Il a à peine une année de mise en route. La mise au point et le chantier a été compliqué. Je ne veux pas faire d'annonce avant la fin de l'année, mais il y a quelque chose quand même qui est très très important avec le GNL dans le transport maritime de demain. Vous le voyez partout dans le monde. Les armateurs décident de passer les propulsions de navires du fioul lourd vers le gaz naturel liquéfié. C'est une chance pour Dunkerque d'avoir demain un pôle d'avitaillement GNL pour l'ensemble du transport maritime. Et donc moi, je travaille tous les jours et encore ce matin avec des armateurs de très très grands noms pour que cette solution-là, elle arrive à Dunkerque. Et si elle arrive, je pense qu'elle va faire du bruit dans la communauté maritime mondiale. Donc c'est un sujet, nous y travaillons avec les actionnaires du terminal, mais vous avez raison de poser la question et je vous remercie de l'avoir fait. Excusez-moi, on va commencer par vous. Madame, je t'en prie. Bonjour, je suis Myriam Santune, je suis dans le champ du travail social, donc les questions de précarité, de chômage, de santé, je connais bien. Et par ailleurs, je suis militante écologiste à Europe Écologie Les Verts. Donc, quand vous parlez du réseau ferret, donc Monsieur Raison, qui vous
vous donne des promesses là-dessus. Il faut savoir que le plus grand transporteur routier en France, c'est la SNCF. Donc, ils peuvent vous faire des belles promesses. Ça, c'est une réalité, avec un certain nombre de routiers d'ailleurs qui sont étrangers. Donc ça, c'est un autre point. Quand on parle de chômage, là, on peut aussi se poser la question. Et par rapport au point de vue de la santé, on parle de 2800 camions par jour, ce qui fait un camion toutes les 30 secondes. Quand on connaît l'autoroute A16 et la 25, je ne sais pas si, je pense que vous le prenez régulièrement, vous voyez quand même un certain nombre de difficultés, donc on ajoute 2800 camions par jour, donc un toutes les 30 secondes, vous imaginez ça, en termes de santé, au niveau des particules. Et au niveau aussi des produits toxiques, vous dites que vous passez au GNL, le méthane est beaucoup plus effectivement émetteur que le dioxyde de carbone. Donc il y a effectivement au niveau du réchauffement climatique, il y aura eu beaucoup plus d'impact parce qu'on sait quand on charge un bateau, il y a des productions de méthane qui vont à l'extérieur et donc il y aura une production beaucoup plus importante et qui aura un impact sur la santé et donc sur le réchauffement climatique. Donc quand vous dites que c'est un projet écologique, excusez-moi, mais ça me fait un peu sourire. Parfait, une autre question, je vous en prie, monsieur. Stéphane Gouvard, donc aéroport de Dunkerque et élu local. Donc c'est pour soutenir ce projet, que ça soit Baltique ou Atlantique. L'important pour un port et quand on travaille, c'est l'accroissement. Si on ne s'accroît pas, on meurt. Aujourd'hui, ça fait, j'ai entendu tout à l'heure, 60 ans que les projets sont faits. On y est. 2035, c'est demain. Quand on parle d'écologie, l'écologie, c'est tout d'abord nous, avoir un emploi, manger correctement et vivre. C'est la première écologie. L'être humain. On doit s'accroître. Dunkerque, c'est, lui, capter des trafics à côté, mais c'est aussi, grâce à cette mise en place de ces navires, c'est capter de nouveaux marchés. Et c'est là le plus important pour la création d'emplois. Aujourd'hui, on le voit par rapport à ce qui se passe dans le monde et par exemple la perte des bananes. Si on ne s'accroît pas et qu'on ne va pas chercher d'autres marchés, nous n'existerons plus parce qu'il y aura telle ou telle chose qui vont nous perturber. Le projet, on en parle toujours, mais on ne parle pas de la numérisation et de la vie du futur. Monsieur Soulet de Brugère vient de le dire juste à l'instant, c'est que dans 20 ans, on ne se rend même pas compte des moyens techniques qu'on aura pour évacuer au travers de nos hinterlands toutes les marchandises qu'il y aura. C'est beaucoup plus que ce qu'on dit et ce qu'on parle aujourd'hui. Ça va très vite et c'est aussi pour ça que Dunkerque doit se développer dans ce domaine-là. Et que, comme M. Raison disait, on n'oppose pas les industries, etc. Car c'est une synergie. Norling qui se met avec des synergies des ports et des ports intérieurs sont essentiels aujourd'hui et nous arrivons sur un réseau qui va poursuivre dans l'avenir, et on parle de 350 km, mais on pourra aller plus loin. Parce que dans l'avenir, ça ira beaucoup plus vite. Et il faut s'accélérer. Donc aujourd'hui, ce débat, quand on parle d'écologie, je m'excuse, mais tout a été pris en compte. Et oui, il y aura du déblai, il y aura ceci, il y aura cela, mais il y aura de l'emploi. Et la modernisation qu'on parlait du bruit il y a encore quelques années, dans 20 ans, on parlera de moins en moins du bruit, puisqu'il y aura, la technologie qui fera que. Donc, réfléchissons avec l'évolution technique et l'accélération de notre monde. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. Et ce projet, c'est un projet qui va aboutir en espérant qu'il sera efficace et qui ira le plus vite pour la création d'emplois et pour que Dunkerque survive et se développe et ne perde plus ses habitants comme nous le voyons depuis quelques années par 1000 par an. Voilà, je vous remercie. Merci monsieur. Monsieur, je vous en prie. Voilà, c'est vous. Daniel Pasquereau de Fort-Marnic. Je voulais intervenir un peu plus longuement sur un sujet qui fait partie des points qu'on peut aborder, c'est-à-dire le climat, concernant le trait de côte pour toutes les côtes, le littoral français. Bon, je vais aller à Grande-Sainte la prochaine fois pour mieux développer parce que c'est assez long. Là, je voudrais
reprendre sur une intervention d'un monsieur concernant les transports par container. J'ai retrouvé un journal, Le Marin, du 27 février 2015, où il est écrit « Plus de la moitié de notre commerce extérieur containerisé passe par Zeebrugge, Anvers et Rotterdam. » Qu'est-ce qu'on a fait depuis des dizaines d'années pour récupérer ces trafics? Ça, c'est déjà une question que je pose et j'aimerais avoir la réponse ce soir, mais je ne l'aurai pas. Le patronat, le grand patronat, notamment dans notre région, Roquette et compagnie, passe par Anvers et Rotterdam et Zeebrugge, etc. Notre brave patronat patriote a délaissé Dunkerque. Pourquoi? Pour ses intérêts personnels et égoïstes. Et c'est ça que je tenais à souligner ce soir par rapport à une intervention, parce qu'on n'est pas chez les bisounours, on a affaire avec nous à des rapaces, les monopoles capitalistes, qui c'est avant tout la recherche du profit, l'anarchie dans les transports internationaux, les tomates belges qu'on envoie en Belgique, les tomates belges qu'on envoie en Espagne, enfin tous ces transports inutiles, l'exploitation des peuples sous-développés où on ramène des habits qu'on va vendre au marché à 1 euro, des trucs comme ça. Ça va pas durer, hein, ces peuples un jour là vont se révolter. Ils auront bien raison parce qu'ils réclameront la part du gâteau. Bon, la prochaine fois, à Grande-Sainte, rendez-vous à Grande-Sainte. Merci. Je donne la parole à mon camarade. Merci, monsieur. Non, c'est moi qui donne la parole. Non, excusez-moi. Monsieur, attendez, monsieur, je vous en prie. Quelqu'un avait demandé la parole, ensuite je vous donnerai la parole. Je vous en prie, monsieur. J'avais demandé après. Non, monsieur, donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer la parole au monsieur devant? Merci. Voilà, vous, monsieur, voilà. Est-ce qu'on peut... Bonsoir, Antoine Herlé, j'habite Lonneplage aussi. Donc, on est... les premiers concernés, puisqu'on fait partie de l'enclave, enfin on est enclavé dans le projet, excusez-moi. On aimerait savoir comment nous, on continuera à vivre à Lonneplage, étant donné qu'on nous coupe les routes par ce projet, donc on ne pourra plus se rendre facilement sur Gravelines, sauf emprunter l'autoroute, qui sera déjà engorgée, qui est déjà engorgée. Donc... l'achat d'une maison, quelque part, c'est toujours l'investissement d'une vie. Donc c'est ce qu'on a fait. On a un jardin. Au bout du jardin, on y met une industrie. Demain, comment on verra encore les étoiles? Est-ce qu'on entendra encore les oiseaux? Est-ce qu'on pourra aller se promener sans croiser les camions? Il y a des sanctuarisations, mais les terrains sanctuarisés, on n'a pas le droit d'y aller puisqu'ils sont sanctuarisés. Et tout ce qui nous sera permis d'utiliser, ce sont des routes empruntées par des camions. Donc voilà, est-ce qu'il y a un projet pour Lonneplage, puisqu'on est en plein milieu du projet? Merci. Bien, alors là, on a comme une masse de questions. Avant que je donne la parole, je ne vous ai pas oublié, auquel qu'on peut évoquer la coupure de la route, et on peut en dire un mot sur la façon dont vous imaginez l'effet de coupure, le transfert progressif de la route, et d'une façon plus générale, et comme des questions sur le cadre de vie, quoi, hein, la façon dont on respire, dont on écoute, dont on entend, dont on vit, modestement, mais dont on vit quand même. Qualité de vie, quoi, quel impact Alors, monsieur, vous faites bien de poser la question sur Lonneplage et sur la route. Ça a été aussi un de nos axes de travail pour mûrir ce projet. Vous allez avoir une carte là à l'écran de ce que... Alors bien entendu, il est absolument pas prévu de ne pas rétablir la route entre Lonneplage et Gravelines. La première phase du bassin, ça c'est la vue d'artiste de la déviation après la première phase de la RD 601 qui permettra donc de rejoindre Lonneplage à Gravelines en moins de 45 secondes. Donc vous allez toujours emprunter le giratoire à l'arrivée de la RN 316 et puis voilà, vous allez contourner le bassin avec quelque chose de très nouveau d'ailleurs. Vous aurez la vue sur le bassin, ce que vous n'avez pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous êtes en bas et vous voyez pas les bateaux, vous voyez pas le bassin. Donc demain vous le verrez si le projet bien sûr se réalise. Avec une tour d'ailleurs de visite qui permettra d'avoir un espèce de belvédère qui permettra de voir ça. Dans la deuxième phase, cette route-là sera un peu plus reportée vers le sud et le temps de trajet sera inférieur à 3 minutes. Et dans tous les cas, nous prévoyons de boucler en dehors de l'autoroute les connexions entre Lonneplage et Gravelines. Donc vous voyez, c'est quelque chose sur lequel nous avons été très très attentifs. Alors on va passer évidemment, c'est propre de la discussion des sujets d'extrême proximité, des sujets plus lointains, mais on voit comment tout ça marche ensemble. Comme le monsieur il a posé une question, il l'a posée à sa façon, si l'on peut dire, mais quand même, pourquoi ça passe par Anvers, quoi?
Qu'est-ce qui fait que patron, pas patron, capitalisme ou pas, enfin, sans doute, il y a des éléments que vous dites, mais quand même, qu'est-ce qui fait que ça passe par envers? Parce qu'on ne comprend pas cette situation. Je vais répondre parce que d'abord, il faut que je vous fasse un aveu. J'ai été transitaire pendant 20 ans, quand j'étais jeune, et j'ai fait passer des milliers de containers par envers. Voilà. Pourquoi les containers passaient par envers? Parce qu'à l'époque, c'était pas un problème d'infrastructure ou de fiabilité des ouvriers porteurs, je sais quoi. C'était un problème administratif. Les douanes françaises, à l'époque, je dis bien parce qu'aujourd'hui c'est complètement changé, les douanes françaises considéraient que les importateurs étaient des mauvais Français, parce qu'ils faisaient de l'importation, que c'était des pirates, et que quand ils allaient chez eux vérifier, qu'ils trouvaient rien, c'est pas que le gars était honnête, c'est qu'il était tellement malin qu'il avait encore réussi à se cacher. Voilà. Et donc, avec ça, vous faites passer, quel que soit le prix, je le répète, vous faites passer par envers, où ça se passait beaucoup mieux. Est-ce que les Belges sont plus impactés que nous sur les problèmes alimentaires? Pas du tout, hein, ils sont en aussi bonne santé que nous. Donc c'est que leur système était probablement le bon. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et il faut le dire, l'administration française a complètement changé son appréciation du système. Autrement dit, aujourd'hui, les douanes, elles sont très... on n'empathise pas le mot, mais disons, en compréhension avec les entreprises, elles nous proposent des solutions techniques, des procédures qui sont efficaces. La procédure fluvio-maritime, pour ceux qui font un peu... Bon, ça, elle est née à Dunkerque, entre Dunkerque et Lille, permettant de faire passer la douane beaucoup plus vite que ce qu'on faisait avant, etc. Bon. Il n'y a pas longtemps, encore, l'État français, parce que je dis il n'y a pas longtemps, ça date de la fin d'année, beaucoup de gens ici, que ce soit des élus ou des gens du port ou des gens de l'administration, se sont battus pour ce qu'on appelle l'autoliquidation de la TVA. Ça paraît bête et méchant, cette affaire-là. L'autoliquidation de la TVA, ça veut dire que quand vous importez une marchandise, vous, en France, vous deviez d'abord la payer et ensuite l'État vous la restituait. Mais les 3-4 mois qui se passaient entre le moment où vous payez et le moment où vous la restituez, il fallait l'avancer. Et pour beaucoup d'entreprises, particulièrement des PME, c'est un truc qui est très compliqué et qui coûte beaucoup d'argent. C'était moins le cas pour les grandes entreprises, mais quand même. Aujourd'hui, l'autoliquidation, on l'a obtenue. C'est même à Dunkerque que le ministre Eckert est venu dire « je donne l'autoliquidation ». Et donc, aujourd'hui, on est de ce point de vue-là, on est à niveau égal avec nos amis du Nord. On n'a pas plus, mais on est égal. Seulement, quand vous avez un système que vous avez utilisé pendant des dizaines d'années qui marche bien, et que quelqu'un du port Dunkerque vient vous dire « mais vous savez, vous passez par chez moi, vous pouvez faire aussi bien », première chose qu'il dit « attends, j'ai assez de problèmes comme ça marche, on va voir après ». Et donc, convaincre les gens de changer de système pour revenir sur Dunkerque, eh ben, ça prend du temps. Ça prend du temps. Heureusement que, comme je vous le disais d'ailleurs tout à l'heure, les gens de Lille, par exemple, font de plus en plus confiance à Dunkerque. Moi, je connais, puis je vais vous faire mon coming out, je viens de la distribution, vous imaginez, que par rapport à ce que disait monsieur tout à l'heure, les grands méchants. Bon, ceci étant, monsieur, d'ailleurs, ça m'amusait parce que je vois que vous aviez une belle veste et un t-shirt, et je suis persuadé qu'ils viennent pas de la Belgique ni de la France du Nord. Donc ils sont quelque part importés. Donc on a besoin de ces importations si on veut vivre. Bon. Et donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, les grandes entreprises du Nord sont toutes très pushy pour Dunkerque. Et j'en connais plusieurs, dont celle dont je m'occupe. On a dans nos contrats avec les compagnies maritimes, c'est marqué en toutes lettres que le fait de passer par Dunkerque sera considéré comme un plus. Merci. Voilà. Et quand même, le monsieur a posé une question qui revient tout le temps. C'est l'anarchie, ça va dans tous les sens, les marchandises, commerce international, etc. Donc finalement, et là la question a d'ailleurs été posée aussi sur l'affaire du climat. C'est quand même une situation. Est-ce que, avec la stratégie qui est la vôtre, vous régulez, comme on dit maintenant, vous améliorez ça, comment vous participez d'une situation dans laquelle les flux sont moins aberrants, ça part là, ça revient là, comment vous participez de... Oui, bien sûr. Voilà, donc cette question est une question sérieuse. Enfin, on a passé 15 jours là en Amérique du Sud à expliquer aux exportateurs de bananes que plutôt que d'aller jusqu'à Rotterdam pour descendre à Rungis, il ferait bien de passer par Dunkerque pour descendre à Rungis, que ça prenait moins de temps, qu'en plus on a plein de camions qui arrivent d'Angleterre et qui sont vides, et qu'on a tout ce qu'il faut pour transporter la marchandise en retour, et que donc il faut passer par Dunkerque. Ça c'est un argument. Et puis si vous permettez, je répondrai rapidement à madame qui parlait des camions en disant 3200 camions, ça fait beaucoup de particules.
Madame, vous le savez sans doute aussi bien que moi, mais il y a eu les camions Euro 5, maintenant il y a les camions Euro 6, c'est les normes des moteurs. Les moteurs Euro 6, ils crachent quasiment pas de particules. Tellement pas de particules. Ouais. Quasiment pas de particules. On a dû remonter un peu le niveau de CO2. Non. Vous pourrez, donnez-moi vos sources, moi je vous donnerai les miennes, vous verrez que les moteurs... Mais, encore une fois, tous les camions ne sont pas Euro 6 aujourd'hui, on est bien d'accord. Il y a un sujet avec les constructeurs, quand même, sur les émissions de particules. Il y a un sujet avec les constructeurs, mais les camions Euro 6 ne crachent quasiment pas de particules. On a dû remonter un peu le taux de CO2 pour qu'ils ne crachent plus de particules, parce que l'objectif c'était plus de particules. Donc il faut regarder la réalité. Et quand on regarde la réalité, les transporteurs routiers, ils ne sont pas aussi méchants que ce qu'on veut bien dire. Voilà. Alors... on va refaire un petit tour, Monsieur Gons, monsieur. Il faudrait faire ressortir quelque chose de très important au niveau de ce débat public, c'est la part emploi. Je pense qu'il ne faut pas réitérer les mauvais échos qu'on a eus avec notre grand projet du terminal méthanier, et il fallait le faire, ce terminal méthanier, puisque c'était faire de l'environnement et de l'écologie, parce que la bicarburation arrive et ça permettra de polluer moins sur nos mers, puisque là on parle d'avitaillement pour les navires. Il faut à tout prix une correspondance avec, bien évidemment, le grand port maritime, le maître d'ouvrage, mais aussi les collectivités. On a Patrice Vergrit qui a lancé les EGEN pour l'emploi, on a des maisons de l'emploi, etc., etc. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut à tout prix, avec Pôle emploi, préparer les emplois d'aujourd'hui, les emplois pendant le chantier. Et quand je dis d'aujourd'hui, donc c'est former la population dunkerquoise aux futurs métiers du transport, de former pendant le chantier. Alors ça sera beaucoup moins significatif que le chantier du méthanier, puisqu'on sera moins d'un millier, c'est des linéaires de quai, ça demande beaucoup moins de main-d'œuvre que le terminal méthanier, mais surtout les 16 000 emplois qui ont été annoncés dans la foulée. Donc il faut que le bassin dunkerquois s'approprie les emplois d'aujourd'hui, de pendant le chantier et d'après le chantier, et je pense qu'on a un territoire qui travaille beaucoup sur cela. Après, on parle de pollution, on parle d'environnement, c'est indissociable. Nous pensons, nous, l'organisation syndicale des dockers, c'est indissociable d'avoir une réflexion sur le rail et sur le fluvial. C'est sûr qu'on ne va pas mettre 2,5 millions de camions sur l'autoroute, sur nos autoroutes, c'est certain. Seuls des outils comme le canal Seine-Nord le permettront à développer, et l'amélioration des berges, puisque faut pas oublier qu'on a des canaux et il faut entretenir via Voies navigables de France les canaux qu'on a déjà aujourd'hui. Donc le fluvial, bien évidemment, et le fer. Alors oui, on a des gares de triage, mais je pense aussi qu'il faut qu'on se penche et qu'on lance le débat avec la SNCF, le ferroviaire, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est beaucoup moins axé en France sur le fret ferroviaire, on est plus sur une politique de passagers, et ça on le sait. On a des difficultés, souvent on monte des dossiers au niveau du rail, on a des difficultés à obtenir les sillons, à avoir les places dans les gares de triage, et surtout la compétence, parce que de nombreux cheminots malheureusement aujourd'hui m'ont expliqué que les compétences sont en train de s'envoler. Alors c'est sûr qu'il y a l'ouverture, on est dans la libéralisation et on a le déplacement des compétences vers le privé. C'est comme ça, c'est en place. Travaillons, et ça doit être complémentaire, c'est la multimodalité. Et si on travaille sur la multimodalité, on répondra automatiquement au problème environnemental, parce qu'on va décarboner automatiquement. Si nous mettons sur des trains et dans des barges, on va décarboner. Dernier point, et pour finir, ça va être très rapide. Oui, le syndicat des dockers donnera officiellement, dans le courant du débat, puisqu'on a essayé de me faire dire, oui, bon, il y a un troisième projet, tu as une troisième option, le syndicat des dockers se positionnera, bien évidemment, durant ce débat, et on va, bien évidemment, construire tous ensemble, et il faut qu'on construise tous ensemble ce projet d'avenir pour l'emploi du Dunkerquois, parce qu'il faut à tout prix avoir ces projets qui vont générer de l'emploi, donc une économie bien sûr derrière, et un bien-être sur ce territoire. Merci monsieur. Alors je vous avais coupé la parole, monsieur tout au fond, je vous en prie. Michel Ager, donc moi j'habite Gravelines, donc je ne suis pas du tout contre le projet, au contraire. Par contre, je me demande si on a bien étudié l'impact de la commune de Gravelines et de la commune de Lanneplage. Parce qu'on est vraiment, je veux dire, riverain, mais riverain.
Et tout à l'heure, on parle beaucoup de décarbonisation, pour les voitures, pour les camions. Suite à ce projet, bon, je me suis quand même un petit peu documenté, et je me suis aperçu qu'il y avait pas mal d'études qui ont été faites sur, sur l'impact écologique des bateaux eux-mêmes, pas des camions. J'ai cru comprendre que 20 cargos polluaient autant que la flotte mondiale d'automobiles. Donc moi, comme on est placé à côté, je me demande, est-ce que vous avez tenu compte de cet impact dans le choix d'Atlantique? Pourquoi ne pas le faire plus haut, Baltique, où à la limite on serait plus près de la mer? Peut-être qu'il y aurait un impact environnemental un peu moindre. Merci monsieur. En effet, vous faites allusion, il y a eu un à Arte récemment, quelque chose sur la pollution, sur les émissions par les bateaux eux-mêmes, qui est un sujet dont on va reparler. Oui, donc au fond, tout au fond. Bonsoir, donc Christophe Bach, docker à Dunkerque. Je vous avais parlé du fait de ne pas mettre ou de prendre en compte toutes les industries. Quid d'Arcelor? Parce que vous développez le conteneur, donc c'est très bien, ça se développe, c'est le trafic d'avenir. Seulement si Arcelor ne se développe pas, et il risque d'exporter son entreprise, hein, puisqu'il y a une concurrence très rude avec les Chinois, comme on le sait. Même on a des bobines qui arrivent, qui sont de Chine, à des prix très attractifs. Donc ce projet Baltique serait quand même très intéressant pour eux. Est-ce que c'est pris en compte? Parce que ça leur donnerait une baisse du prix de la tonne. Et pourquoi aussi le projet Baltique ne serait pas plus pris en compte, puisqu'ensuite ça règle tous les problèmes de déplacement, de route, entre l'emplage, Gravelines. Et au niveau environnemental, effectivement, je reviens là-dessus, comme avait dit le précédent intervenant, ce serait beaucoup moins, il y aurait beaucoup moins de répercussions. Bien, merci monsieur. D'abord une dame, un homme, une femme, c'est difficile. Allons-y. Béatrice Lecoster, alors j'habite Mardic, donc je précise bien que Mardic n'apparaît jamais sur vos cartes. Donc c'est pas Fort Mardic, c'est bien à peu près la zone comme le plage. On vous entend pas très bien en fait ici. J'essaie de parler un peu plus fort, ça vous parle? S'il vous plaît madame. Donc j'habite Mardic et non pas Fort Mardic, et donc c'est assez proche du port ouest actuel. Et donc j'habitais avant sur les zones qui ont été expropriées, qui sont des zones agricoles maintenant. Donc j'ai rien du tout contre le projet Atlantique, mais je voudrais quand même rappeler que, comme parlaient les associations écologiques, environnementales, comme on doit souvent faire à la fois d'un côté du macadam, de l'autre côté des arbres, déjà on a beaucoup de zones, du côté de Mardic, beaucoup de zones naturelles, et c'est pas toujours évident de savoir qui doit les entretenir. Et deuxièmement, pendant ce temps-là, nous à Mardic, on est toujours censé être des zones non constructibles, donc c'est pas très clair pour les riverains de savoir ce qu'il en est. Et après, je reviens à ce que M. Alamarcy a dit tout à l'heure sur le fait que l'accès à la plage, on n'en a plus. Et autant les Launois, les Grandes Satois, les Mardicois et les Forts Mardicois aussi ont souvent envie d'y aller, malgré le méthanier, et c'est tout, on vit avec ce contexte. Donc si vous pourriez me donner une réponse, quelques réponses à tout ça, même si ça paraît vague, mais j'admets que dans les riverains de Mardic ou le plage ou Grande Satte, on a beaucoup de salariés qui travaillent aussi au port, et donc j'ai rien contre le développement du port. Merci. Merci madame de votre question. On va quand même, là on a 3 brassées de questions complètement fondamentales, il faut qu'on en parle. L'avenir industriel. C'est-à-dire, alors on a beau dire c'est pas contradictoire, oui, bon, on voit à peu près pourquoi, comment, mais quand même, l'avenir industriel. Monsieur l'a posé la question, Mittal. Ça, c'est la question qui hante tout le monde. L'avenir de la sidérurgie ici, en quoi le projet favorise, ne favorise pas, favorise mieux. L'avenir industriel, c'est quand même des milliers d'emplois, c'est bon. S'il vous plaît. Oui, mais monsieur, voilà, alors monsieur... Ça vous donnera la réponse à tous. Voilà. Bon, on s'est croisés d'ailleurs déjà.
Vous voulez pas répondre là-dessus? Non, c'est pas que je veuille pas répondre. Oui. Le sujet, il est relativement simple. Le conteneur, c'est une industrie. Le conteneur n'est pas autre chose qu'une industrie. Donc, on n'oppose pas les industries les unes aux autres. Il n'y a pas de débat sur l'industrie. Des industriels, Patrice Vergrit a encore annoncé il y a 15 jours ou 3 semaines un nouvel industriel à Dunkerque. La vie libérale, le monde libéral aujourd'hui, le monde économique, c'est des destructions et des créations d'entreprises. On essaye d'en créer plus qu'il n'en disparaît. C'est ça notre sujet. Et je ne veux pas monopoliser la parole, je pense que Patrice interviendra sur ce sujet-là après, mais Dominique Père a levé la main, donc je pense qu'il peut nous répondre. Ouais. Il est le mieux placé pour nous répondre. Alors allez-y, qu'est-ce qui fait, quelle est votre position, monsieur? Comme vous pouvez répondre à la question, et alors si possible, rentrons dans le détail sur Baltique. Hein, qu'est-ce qui fait, le cas échéant, que vous avez changé de position? Qu'est-ce qui fait que tout bien pesé, ça vous convient, ou ça vous convient pas? Premièrement, nous sommes favorables au projet CAP 2020. Est-ce que vous pouvez vous présenter parce que vous êtes... Oui, pardon, Dominique Père, donc je travaille chez ArcelorMittal, je suis en charge des projets stratégiques. Donc nous sommes favorables au projet CAP 2020, parce qu'il permettra d'améliorer notre performance économique. De par les effets d'échelle, ça permettra de réduire les coûts de passage. Nous sommes favorables parce que nous aussi on utilise, certes, ça doit être uniquement 5% de notre export qui passe par la filière container, et avec beaucoup de difficultés sur Dunkerque, et donc développer le container sur Dunkerque nous aidera là-dedans. Et on est favorable aussi sur CAP 2020 parce que la notion VRAC a bien été prise en compte et a été bien instruite au niveau du projet CAP 2020. Alors, en quelques secondes, sur le contexte d'approvisionnement de l'usine de Dunkerque, effectivement, aujourd'hui, on a un handicap pour faire venir les bateaux sur nos quais. C'est des bateaux Panamax, des 70 000 tonnes, ou des capesize qu'on est obligé d'alléger donc au port ouest pour les faire rentrer dans l'écluse. Alors certes, dans les deux projets, le projet Baltique permet de mettre un bassin à eau profonde à 7 km de l'usine. Donc ça permettrait de faire tomber cet handicap, moyennant un investissement quand même, un investissement d'une grande bande transporteuse de 7 km qui ramène à l'usine, et moyennement des grands investissements. Combien Allez, en gros, transborder. On va dire 20 millions d'euros. D'accord. Bon, par contre, ce projet, on voit comme des inconvénients, c'est qu'il coûte quand même déjà 140 millions d'euros de plus. Donc c'est quand même pas neutre, hein. Et on voit aussi qu'il a un impact environnemental plus important que l'Atlantique. Pour l'Atlantique, alors je dirais pour moi c'est Atlantique plus appontement QPO. Il permet de répondre aussi à cet handicap de façon économiquement moins favorable parce que ça nous oblige à faire une rupture de charge pour réamener à l'intérieur du bassin les matières, quoi. Donc aussi pour nous positionner, donc on a quand même regardé l'évolution de la flotte mondiale. Donc comme pour les containers, voilà la taille des bateaux, comme pour les containers, les vraquiers sont de plus en plus gros, mais on n'est pas soucieux à moyen terme de pénurie de bateaux dunkercables. Donc ce n'est pas un souci. Deuxième souci potentiel, c'était la fiabilité de l'écluse Charles de Gaulle, hein, puisque en cas de non-fiabilité de l'écluse, on arrête l'approvisionnement de l'usine. Donc là-dessus, le port nous a rassurés, nous a promis une fiabilité totale de cette écluse, et nous a donc montré une analyse de risque qui a été effectuée, et va nous sortir un plan de secours qui permettra de répondre à cette problématique. Donc, suite à tous ces éléments, donc ce que nous souhaitons, c'est vraiment le projet CAP 2020, parce qu'il sera favorable pour l'usine. Et nous soutenons donc le projet raisonnable du port de la solution donc atlantique, en travaillant dès aujourd'hui sur l'amélioration des coûts de passage de nos navires, et dès aujourd'hui grâce à toute la place portuaire, et pas en attendant donc dans 15 ans d'avoir un nouveau bassin. Voilà. Très bien. J'ai une question, monsieur. En gros, ce que vous dites, c'est si la taille des bateaux augmente, on peut les accueillir à Atlantique, à l'avenir. La taille des bateaux augmente de façon significative. Donc on a regardé l'augmentation de la flotte. Oui, déjà. Alors bon. Donc quoi, comment l'évolution de la flotte fait qu'il y aura de plus en plus effectivement de VLOC.
qui il y a 10 ans représentait uniquement 10% de la flotte et aujourd'hui représente maintenant 20%. Par contre, il y a quand même, ces vlogs sont plutôt tournés vers le Pacifique. Et donc dans la zone atlantique, normalement, avec les études qu'on a regardées, on n'aura pas de pénurie de capesize, d'incarcables sur la zone atlantique. Ce que vous dites, c'est qu'ils peuvent déjà. D'une part, ils peuvent déjà, et d'autre part, on est en situation, le cas échéant, de les accueillir. Oui, je vous en prie. Oui, ce que dit Dominique Père, c'est que les vlogs auront tendance à aller vers la Chine, parce qu'ils font, ils ont été construits pour alimenter la Chine, et pas tellement l'Europe. Peut-être le port de Tarente au sud de l'Italie bénéficiera au passage de quelques vlogs, oui, c'est eux. Et par contre, oui, aujourd'hui, au Quai Apodero Ouest, on sait accueillir des bateaux de 18,50 m de tirant d'eau, et la profondeur du QPO peut être améliorée jusqu'à 20 mètres de tirant d'eau ou 21 mètres de tirant d'eau. On est dans les tirants d'eau maxi du détroit. Il ne faut pas non plus penser qu'on va faire passer dans le détroit plus 22 mètres de tirant d'eau. À Rotterdam, on ne remonte qu'à 22 mètres. D'accord. Les deux options du port, hein, c'est 20 mètres 50 de tirant d'eau sur la Baltique ou 20 mètres 50 de tirant d'eau à l'Atlantique avec un QPO qui permettrait de recevoir le même type de bateau. La réponse, c'est on a une réponse, et le cas échéant d'ailleurs Baltique, parce que à terme, on peut imaginer que... Voilà la réponse en l'état actuel des choses et en l'état actuel du débat. Et Arcelor, il n'y a pas trop à redire au projet tel qu'il a été, à la fois sur l'écluse et à la fois sur la capacité au QPO d'accueil. C'est ça, est-ce que j'ai bien résumé? Parce que c'est important qu'on... Je crois que la position qui a été éclairée aujourd'hui par Dominique Père est simple. Nous avons fait un énorme travail avec toute la place portuaire, toutes les composantes. C'est ce que vous avez en annexe dans le document. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont poussé pour que ce travail soit fait. Et c'était pas forcément clair il y a 7 mois, ça l'est plus aujourd'hui. Il y a une solution qui est raisonnable, qui permet d'accueillir et de traiter tout à fait convenablement la flotte d'ArcelorMittal qui va arriver, de la traiter au port ouest dans des conditions actuelles et de réaliser un projet conteneur tel que nous l'avons prévu. Donc je pense que ça éclaire, je pense, bien la vie des uns et des autres. Alors ça fait le lien quand même avec les questions qui ont été posées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans l'hypothèse où ces bateaux de grande taille arriveraient au QPO, en attendant l'autre hypothèse, évidemment les problèmes après des impacts sur les populations. La question a été posée. Comment vous allez étudier, je ramasse 3 questions en même temps, les impacts, je dirais, ville par ville, l'ONU il était question, l'accès à la mer, le cadre de vie, la vision, etc., Gravelines, enfin, comment vous avez conçu jusqu'à présent la réponse aux impacts locaux qui sont des impacts sérieux? Alors, le territoire, on le connaît quand même un petit peu, donc on est là, on le sillonne, on va voir les industriels, on va voir les maires, on est très souvent avec les maires pour leur expliquer les projets. Il y a d'ailleurs une réunion publique demain soir à Lone-Plage sur un projet industriel, donc nous sommes aux côtés du territoire et des mers. Très ouvertement, le projet que nous avons choisi par rapport aux impacts, par exemple à l'accès à la mer, le projet Atlantique, il change rien et absolument rien à l'accès tel qu'il existe aujourd'hui. Il n'y a pas de modification. On travaille sur tous les sujets d'empreinte du projet poussière, vous en avez parlé tout à l'heure en conférence de presse, on travaille sur l'impact visuel, on travaille sur le paysage, on travaille sur la lumière, donc voilà, mais on n'en est pas encore à l'étude d'impact. On a essayé de documenter au maximum dans le dossier tous ces éléments-là, et on a travaillé au regard d'un schéma que nous avons élaboré en 2010 avec le Conseil de développement, les associations de protection de la nature. Et c'est ça le plus important, c'est que notre construction, elle est vraiment, c'est de la co-construction avec l'ensemble des partenaires du territoire du port. Alors, on peut s'entendre sur le fait que les réunions publiques de Lone-Plage, de Grande, un petit peu moins, en tout cas de Gravelines, etc., seront consacrées de façon importante à l'examen des impacts concrets tels qu'ils sont vécus par les gens et tels que les uns et les autres, vous les signalez évidemment, pour leur dire que la même question est posée. J'ai quand même une réinterrogation sur les impacts globaux, sur les impacts environnementaux, les impacts effets de serre. La question a été posée. Les impacts. Comment, évidemment, on ne peut pas demander au grand port de Dunkerque de traiter toute la misère, toutes les difficultés du monde. Néanmoins, comment vous participez de l'effort de la nation et de l'effort de chacun des acteurs pour
réguler ces problèmes. Alors il y a une question d'un monsieur de Gravelines sur la qualité de l'air, sur les bateaux, pourquoi vous n'avez pas mis ça plus loin, etc. Oui, enfin, Patrice Vergrit et le président de région Xavier Bertrand nous ont assuré, et Franck Dersin qui représente Xavier Bertrand pourrait le confirmer ici, nous ont confirmé la subvention pour être le premier port en Europe, après les ports américains, à avoir la possibilité de brancher à quai les navires en escale. Ça veut dire que lorsque le navire arrive, il va rentrer, il va accoster, et à ce moment-là, on va le brancher sur un gros câble qui permettra de ne plus laisser tourner les moteurs qui polluent et qui envoient effectivement des particules à destination de l'environnement. Ça, c'est une première européenne. Deuxième sujet dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport au gaz naturel liquéfié, et les décisions des armateurs à conteneurs sont en train de se prendre maintenant sur les changements de propulsion. Vous l'avez rappelé, M. Gons, tout à l'heure, il y a un vrai choix qui est en train de se faire. On est dans la course. Voilà, on est dans la course pour faire en sorte qu'on participe à Dunkerque d'être en pointe sur le domaine de l'environnement, comme on l'a fait depuis quasiment 10 ans avec Philippe Bertonèche, puisque le plan d'aménagement et de développement durable du port a été mené par le Conseil de développement et Philippe Bertonèche. Ça, c'est sur les impacts qualité de l'air. Vous avez raison de dire. C'est la globalité. C'est des sujets qu'on rencontre dans tous les débats publics. Ça, évidemment, il y a des impacts locaux, mais des impacts un peu globaux. Donc, comment vous participez-vous de la bataille on en parle sans arrêt. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Environnement. Le changement. Quel rapport avec le plan climat-énergie territorial? Quel apport vous avez, votre petite pierre, parce qu'on ne pouvait pas faire changer le monde à vous seul, nulle part. Enfin, chacun y contribue. Donc comment vous avez réfléchi à ça? Monsieur le préfet l'a dit dans son discours, on a créé une association qui s'appelle Norlink Port, qui regroupe tous les ports de la région. Notre but, c'est de créer un système multimodal pour pouvoir arriver à décarboner le système de transport. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'1,5 million de conteneurs partent des ports du Nord à destination de la région parisienne en empruntant les autoroutes? Non, ce n'est pas normal, d'autant que ce sont des conteneurs qui sont destinés à la France. Donc on est dans une logique régionale pour l'instant avec les Hauts-de-France. Cette logique est en train de prendre. On s'appuie sur ce que l'on sait faire et les outils qu'on a, à la différence d'autres territoires français qui n'ont pas de ferroviaire. Nous, on a du ferroviaire. Il y a d'autres territoires qui n'ont pas de fluvial, on a du fluvial. Donc voilà. Et on fait aussi du GNL, même si le GNL est une énergie de transition. On verra ce que donnera l'hydrogène demain ou l'électricité. Donc on est dans un mouvement extrêmement important d'accompagnement au changement du système de transport. Et ça, c'est une volonté du port, de sa gouvernance, de l'ensemble de ses administrateurs, de dire on y va et on est en pointe et on reste en pointe sur ce sujet. Donc vous répondez circuit court. Plutôt que ça passe par là, c'est mieux. Multimodalité, carburation, progrès, etc. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée par un monsieur. Excusez-moi, j'accumule les questions, mais il faut qu'on y réponde, sinon c'est pas sérieux. Sur les évolutions technologiques, quoi. C'est-à-dire la motorisation, la robotisation, les smart ports. C'est des thèmes qui sont un peu à la mode. Comment tout ça vient dans votre projet? Parce qu'on voit bien le projet d'infrastructure, mais comment il s'adapte à un ensemble d'évolutions qui, voilà. C'est un des sujets qu'on abordera dans un des groupes. Le smart port, c'est une idée intéressante que nous on porte au titre de l'infrastructure. On est des aménageurs et donc on est des aménageurs d'infrastructure. Après, ceux qui vont faire le travail, ce sont les opérateurs. C'est ce que j'ai dit en introduction sur le rôle des manutentionnaires, le rôle des opérateurs. Pour faire tourner ce terminal à conteneurs, il faut un opérateur. Et cet opérateur, lui, il va s'inscrire dans une dynamique qui est une dynamique de transformation. Si demain, l'opérateur en question, il a des chariots cavaliers ou il y a ce qu'on appelle des RTG, c'est-à-dire des grues mobiles sur pneus ou sur rails qui viennent chercher les conteneurs et que ces outils-là sont soit à l'hydrogène, parce que ça existe, soit électriques, eh ben, il aura participé d'un mouvement général, mais le port donnera ses orientations par rapport à tous ces futurs occupants du port. Bien, alors on refait voilà, c'est bien, vous voyez, on refait une tournée. Vous, monsieur, vous êtes juste devant la personne, voilà, vous-même, vous êtes levé, très bien, je vous en prie. Je voulais juste parler d'une chose, là. J'ai entendu parler des... Je suis à voir, là. Monsieur, là, il a bien parlé du canal Seine-Nord, là, tout à l'heure. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Expliquez-nous. Ne riez pas, vous allez voir. Alors que dans ma deuxième vie, j'étais artisan-pêcheur, responsable du syndicat CGT des artisans à Dunkerque, des artisans pêcheurs, j'avais un deuxième défaut. J'étais membre du Parti communiste français. Donc, lors d'une réunion, il y a déjà 12 ans,
on demande aux copains, occupe-toi de la régie de l'eau, occupe-toi des transports gratuits. Et puis moi, ils se tournent vers moi et ils me disent, toi qui as travaillé sur le port, tu devrais faire des propositions pour redynamiser ce qu'on appelle la partie commerciale du port. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler d'industriels. Moi, je veux bien débattre avec vous, mais bon. La partie commerciale qui génère énormément de main-d'œuvre. Donc, je les regarde tous, mais je dis, il faut rehausser les ponts. Le canal de Seine-Nord. Comme je suis un peu archiviste, j'avais les documents qui allaient avec. Donc, je m'en occupe, je monte un dossier. Et à l'époque, j'ai fait venir un copain qui siégeait à la région, Alain Brunel, mon camarade Alain Brunel, vous connaissez. Il vient d'être élu député, là, maire de l'Éloirde. Et je l'invite au restaurant, donc on mange devant une bonne table, comme les riches. Et puis je lui expose mon dossier. C'est vrai, il faut manger. Je lui expose mon dossier. Et puis moi, bon, j'avais fait mon travail, donc je continue à les pêcher. Et puis quelques temps après, peut-être un an et demi après, j'apprends que, ah bah tiens, ça a été voté au Conseil régional. Ça s'est passé comme ça, hein. Donc j'étais content de moi, en somme. Mais j'étais pas si content que ça, parce que le problème qu'il y a, c'est le tronçon manquant. Quand on regarde la géographie des canaux, hein, les canaux à grand gabarit qui vont faire naviguer des péniches, des chalands de 4400 tonnes avec 3 conteneurs d'auteur, ça va être homogénéisé dans l'Europe. Et puis je voyais à l'époque les investissements de l'Allemagne, 24 milliards d'euros pour ces canaux. Nous, Kikeby. Donc aujourd'hui, ma crainte, j'ai la même crainte que le directeur du port du Havre, qui aujourd'hui, il alerte sur le manque d'investissement, de financement. Et puis la crainte que j'ai, c'est vraiment que là, c'est le coup de grâce pour Dunkerque et le Havre. À travers, si on fait que 400 mètres de quai, là, ben c'est pas ça qui va changer quelque chose. Moi, quand j'ai inauguré le port en 76, à Conteneur, on nous parlait de 2,5 km à l'époque. Bon, on n'a jamais rien vu, mais bon. Mais aujourd'hui, je crois que c'est du même tonneau. Donc, je dis aux dockers, faites attention, si vous voulez, je vous donne les documents qui sont là. Alors, je voudrais juste vous parler... Merci, monsieur. Il faut Attendez, conclure. Je voudrais juste finir avec monsieur Boeuf, qui était directeur du port. Conclure rapidement, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse s'exprimer. C'est la règle du débat. Monsieur Boeuf était directeur du port, et à l'époque, c'était les cahiers qui paraissaient au port autonome, hein. Je l'ai là, de 75. Donc, il parlait des investissements qui avaient été faits entre 70 et 75. Des investissements extrêmement importants. Ils avaient accueilli le premier pétrolier au nouveau port là-bas. Et les conteneurs allaient arriver. Et il disait, lui, donc après lui, c'était monsieur de Clepsatel, je sais, monsieur Le Foll. Il faut conclure, monsieur, vraiment. Donc, c'était le Foll qui est remplacé. Et il disait maintenant, du temps des bâtisseurs à celui des marchands. Donc, il donnait le port pour que les marchands reviennent. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis? Merci, monsieur. Est-ce que quelqu'un, je vous en prie, est-ce que vous pouvez passer c'est une contribution qui est intéressante sur l'industrie, le marchand. Alors, je vous en prie. Oui, madame. Bonsoir. Alors, moi, je m'appelle Audrey Vendorme. Je suis petite fille et maintenant femme de docker. Avant de venir ici, je savais pas du tout de quoi on allait parler. C'est mon mari qui m'a dit, viens, il y a un débat. Maintenant, en entendant tous vos discours, j'ai entendu un petit peu les pour et les contre. Je vais rejoindre monsieur Stéphane Gouvard qui parlait tout à l'heure en disant que je parle un peu comme tout le monde, je parle un peu pour ma pomme. Moi, je pense à l'emploi et je pense que ce projet, justement, il peut amener à créer de l'emploi et amener aussi à améliorer la ville de Dunkerque qui est en train de se perdre. On voit tous les jours, pas forcément au niveau du port, mais au niveau des magasins qui ferment de plus en plus, les gens qui partent parce qu'ils n'ont pas de boulot ici, donc ils sont obligés de quitter la région. Et je trouve que c'est quand même malheureux. On a une belle ville, on a un beau port, et du coup, je trouve que ce projet, il peut justement permettre de créer de l'emploi et de créer, surtout améliorer l'avenir de Dunkerque et de permettre aux gens de rester ici et d'assurer leur avenir à eux. Voilà. Merci madame d'exprimer cette espérance et qui fixe la responsabilité en effet des porteurs de projets. Monsieur. Merci Paul Lamain, élu Chambre de commerce et de la Fédération des commerçants. D'abord, je voudrais vous remercier pour la tenue du débat, mais je l'ai déjà fait la dernière fois, c'est remarquable.
remercier les membres de la commission pour leur patience, parce que je suis admiratif depuis que, voilà, et remercier le port pour la qualité des documents qu'ils nous ont fournis. Si je tenais à prendre la parole, c'est parce que, évidemment, les emplois et l'activité économique du port sont considérables sur Dunkerque, mais ça, chacun ici le sait, je vous apprends rien. Mais je veux aussi souligner les retombées économiques, notamment pour le commerce que je représente, du Dunkerquois et de tout l'arrondissement et de toute la zone du Dunkerquois, pour le commerce, mais aussi pour la multitude d'entreprises de sous-traitance. Il y en a plusieurs milliers, ça représente également des milliers d'emplois. Et je crois que ce projet ne peut que booster ce développement économique que nous souhaitons tous sur notre territoire. On dit que, évidemment, beaucoup trop d'entreprises partent par la Belgique et par l'étranger ou par ailleurs, mais si on n'équipe pas Dunkerque des équipements nécessaires pour que dans 10, 15, 20 ans, nos enfants aient du travail et que l'activité économique du Dunkerquois soit prospère, il faut commencer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous préparons les emplois de demain. Voilà, je voulais absolument insister là-dessus et sur la multitude d'emplois induits que ce projet va développer. On a parlé tout à l'heure de plusieurs centaines de millions de retombées économiques pour notre territoire. Ils sont à tout niveau, y compris pour le commerce, les artisans et puis la multitude d'entreprises qui travaillent pour le port. À l'issue de votre intervention et de la personne précédente, quand même quelque chose qui est assez évident, c'est qu'il y a un consensus sur ça ne peut pas durer comme ça, on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas aller au fil de l'eau. Il y a une nécessité d'investissement massif pour adapter le port à un centre d'évolution. Enfin, je crois que le débat, la tonalité aussi du débat, montre bien que les enjeux sociaux, les enjeux d'emploi, les enjeux de développement sont extrêmement importants. Et ça, c'est un point qui fait consensus. Après, on va creuser les sujets, justement. Je crois justement à la faculté de la population et de l'ensemble du Dunkerquois pour qu'un tel projet puisse être soulevé par l'ensemble. Alors, ce débat démocratique, moi je suis un démocrate, il me plaît énormément. J'aime beaucoup entendre les arguments des uns et des autres, mais on construit et en général, on a toujours réussi à construire ensemble. Michel disait tout à l'heure qu'on savait faire la fête, mais on sait travailler aussi et on sait avoir des projets. Et c'est l'occasion de le prouver. Pour cette déclaration d'optimisme territorial. Vous, monsieur, puis ensuite, monsieur le maire a demandé la parole. Je crois qu'il est intéressant qu'il... Oui, attendez, j'ai vu, vous en prie, monsieur. Mais vous avez déjà parlé aussi, peut-être, hein. Non Allez-y. Bonjour, bonsoir. Donc, Paul Lopez, président de Virage Énergie, une association qui travaille sur la transition énergétique. En fait, au regard des 2h30 qu'on a de débat, on peut dire enfin on a eu un vrai débat, où on commence un vrai débat portuaire. Parce qu'on a déjà eu 2 occasions manquées récemment, puisque comme l'a mis en exergue M. Raison dans sa présentation, il y a actuellement un allongement du quai de Flandre, qui préempte le débat sur le prolongement de l'Atlantique. Et donc, le débat sur l'allongement actuel du quai de Flandre s'est réduit à une simple enquête publique, donc avec une formalité administrative très restreinte, peu ou quasiment absolument pas de publicité pour. Donc ça pose problème. De ce coup, on a manqué une deuxième occasion, puisque ce projet, que ce soit Atlantique ou Baltique, il résulte du projet stratégique du port 2014-2018, qui n'a pas fait en fait l'objet d'un débat comme on le connaît ce soir et comme on va le connaître dans les 3 mois. Donc on a l'impression que les questions qui ont été soulevées à la lecture du DMO, le fait qu'on parle très peu dans le dossier de maître d'ouvrage de la sidérurgie, qu'on parle très peu du type d'industrie, on aurait pu l'avoir si on avait traité du projet stratégique 2014-2018 et pas entre soi, contre certains membres de la communauté portuaire et qu'on s'intéresse à une large fraction de la population qui se dit que le port ne se réduit pas au port Est, mais qu'il y a aussi le port Ouest, le port central. Juste, je terminerai mon propos par la nécessité pour que tout un chacun, dans sa diversité ici, soit aidé pour être outillé dans la description et dans dépiauter, décomposer le dossier du maître d'ouvrage. Parce que normalement, si j'ai bien compris, on peut commander des études complémentaires pour affiner tel ou tel point. Bon, peut-être M. Archambault pourra préciser. Puisqu'il y a 2 sujets qui posent problème à la lecture du DMO. En premier lieu, c'est les projections très optimistes de développement du conteneur. Or, si on fait un peu d'archivage, donc certains de la salle sont des fans d'archives, vous prenez il y a 10-15 ans, à un moment au début des années 2000, on aurait dû déjà être à 600 000 EVP, alors que cette année on est à 400 000. Donc on a peut-être 15 ans de retard.
De surcroît, ce qui me pose question, c'est aussi la question du report modal. Monsieur Soulet de Brouillard a fait mention d'une réunion qu'on a eue le 19 septembre, la journée préparatoire. Et il y avait quelqu'un de SNCF Réseau. Et la question que je posais à Jotietti, c'est est-ce que vous êtes en capacité d'accueillir l'accroissement de conteneurs sur votre réseau? Or, par rapport à ce qui a été demandé par le port, c'est-à-dire 16% du parc modal en 2035, la réponse de SNCF Réseau a été de dire oui, on peut le faire actuellement. Sauf que si dans le projet, dans le dossier de Métrovage, c'est 16% de part modale pour évacuer les conteneurs ou les faire venir, mais la moitié, c'est 49% pour le route. Or, quand on lui a posé la question à SNCF Réseau, ex-RFF, si c'était en capacité à prendre davantage de conteneurs, la réponse était non, on n'est pas capable de prendre davantage de conteneurs. Le port nous a demandé de rester en gros à 16%, mais si on veut prendre davantage de conteneurs, allez, 15 ou 20 points de plus, on n'est pas en capacité. Et je me rappelle dans votre propos, M. Soulet-Brouillard, qu'il y a aussi la question des sillons. Donc, effectivement, on a besoin d'être doté, d'être outillé, tout ici à chacun, syndicats, collectivités d'habitants. Vous l'avez enregistré le débat, donc ça mériterait de regarder. Moi, je n'ai pas entendu ça. Ah, et là, ici, apparemment, à ce rang, personne n'a entendu ça. Donc, vous l'avez peut-être entendu, monsieur. Je ne vous mets pas en cause, mais moi, je ne l'ai pas entendu. Et on peut peut-être le regarder ensemble un jour, puisqu'il est enregistré. Donc, on ne pourra pas dire. Je rappelle juste en complément que la réserve de capacité sur la gare de triage de Grande-Synthe, c'est à peu près 8 millions de tonnes. On est à 13 aujourd'hui, on pourrait faire 8 de plus. Et quant à SNCF Réseau, leurs propos n'ont pas été très clairs, donc je vais mettre la balle au centre entre mon président et M. Lopez. On a, nous, réinterrogé SNCF Réseau sur leur capacité à évacuer, et ils ont confirmé qu'ils étaient tout à fait capables d'évacuer. Le problème du ferroviaire, c'est un autre problème. C'est un problème de concurrence vis-à-vis des aides au multimodal qui se passent de l'autre côté de la frontière. Et quand on aura réglé ce sujet-là, et je peux vous dire que j'y travaille tous les jours, parce que j'étais encore chez la ministre lundi sur ce sujet-là, et je peux vous dire que c'est ça la réponse. La réponse au développement du ferroviaire, c'est la multimodalité, c'est l'aide au multimodal. Mais vous inquiétez pas, ça, c'est vraiment notre sujet pour augmenter les parts modales. De toute façon, vous avez bien compris que là, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. On va aller les vérifier d'une façon un peu systématique. On va aller regarder un peu ce qu'il en est, des experts, des chiffres. Vous voyez que se mettent en place tous les éléments du débat. Là, on a un premier tour, un premier passage. Monsieur le maire, peut-être vous vouliez indiquer votre sentiment sur quelques-uns des sujets qui ont été... En préambule, parce que j'ai entendu parfois des propos pessimistes ou noirs sur notre territoire. Notre territoire a gagné 800 emplois nets depuis 3 ans. Au niveau de l'agglomération, son taux de vacances commerciales est inférieur à la moyenne des villes de même taille. Donc n'amplifions pas des traits noirs sur notre territoire, soyons fiers d'être Dunkerquois et fiers de Dunkerque. Juste 2 points sur ce que nous renvoie la population d'une manière générale par rapport à ce débat sur le Grand Port Maritime. Premier débat porte sur le développement de notre territoire, le développement économique et l'emploi. La communauté urbaine a mené, il y a maintenant 3 ans, une grande réflexion à ce sujet, qu'on a appelé les États généraux de l'emploi local. Je remercie Franck Gonz de les avoir rappelés. Et nous avons conclu quoi? Nous avons conclu sur cette dimension. Bien sûr, il nous faut consolider notre savoir-faire industriel, surtout l'accompagner dans la transition énergétique, dans la transition écologique, dans la transition aussi économique, des modèles économiques qu'elle est en train de vivre, mais il faut aussi nous diversifier l'économie dunkerquoise pour être moins fragile. Il y a une diapositive qui est très importante dans la présentation de Stéphane Raison, c'est quand il présente les 4 activités, ce qu'il a appelé les 4 pieds de la table du développement portuaire. Cette question de l'équilibre, et nous voyons très bien sur cette diapositive que nous sommes aujourd'hui des nains en matière de conteneurs. Or, quand j'ai l'occasion de croiser d'autres réflexions sur le développement portuaire ailleurs en Europe, ils s'appuient à chaque fois sur les 4 dimensions. Je ne connais pas un port, peut-être autre qu'à Dunkerque, qui oppose l'industrie au conteneur. Anvers fait de l'industrie et du conteneur. Rotterdam fait de l'industrie et du conteneur. Et va chercher à chaque fois la valeur ajoutée dans toutes ces dimensions. À Dunkerque, il n'y a aucune raison que nous opposions ça. Il faut que nous asseyions effectivement sur les 4 pieds de la table et nous avons à approfondir cette dimension. Le deuxième sujet qui revient, y compris dans cette discussion, c'est les questions des impacts, en particulier des conteneurs qui sortent ou qui arrivent du port de Dunkerque. La question de la multimodalité. Alors là-dessus, j'ai le sentiment, et je l'ai dit en conseil de surveillance du port, qu'il faudra sans doute encore approfondir les réflexions.
Effectivement, on n'a peut-être pas été au bout de la réflexion du passage par la route, par le ferroviaire. Je veux juste ajouter quand même un point à la réflexion. Quand on mène un grand projet et qu'on veut l'évaluer à l'échelle nationale ou internationale, il faut regarder quelle est l'alternative. Si ce n'est pas Dunkerque demain qui capte ces conteneurs pour l'Hinterland qui a été présenté, ce sont des ports qui les mettront sur la route. Et nettement plus que Dunkerque, parce qu'aujourd'hui Dunkerque est un port beaucoup plus avantageux en matière de multimodalité. Donc si on veut comparer, et si on anticipe une évolution du conteneur, eh bien, choisir Rotterdam ou Anvers, c'est avoir la certitude qu'en matière écologique ou environnementale, ce sera pire. Bien, alors, je vous en prie, monsieur, vous avez demandé la parole depuis un certain temps, je vous la donne. Oui, Franck Dersin, donc je suis élu local ici, mais je m'exprime en tant que président de la commission transport, infrastructure, port et mer, donc de la région des Hauts-de-France. Je suis également membre du directoire du conseil de surveillance du canal Seine-Nord. Je veux dire que ce conseil de surveillance va se réunir mardi à Amiens. Il se trouve que par hasard, ce jour-là, le président de la République est à Amiens. C'est un pur hasard. Et je veux dire à la salle ici que ce canal se fera. Nous avons rencontré avec Xavier Bertrand très récemment le ministre du Budget, qui est un élu du Nord, la ministre des Transports. Certes, tous les problèmes ne sont pas encore validés au niveau du Premier ministre, mais nous avons trouvé et nous avons proposé une solution tout à fait fiable pour financer ce canal. Je rappelle que simplement pour la quote-part de l'État, la TVA que l'État va récupérer sur les travaux et les investissements suffit à payer la part que l'État va mettre, donc que l'État ne nous dise pas qu'il n'a pas d'argent. Ce projet de canal Seine-Nord est parfaitement cohérent avec le projet dunkerquois dont nous discutons maintenant. L'Europe veut le canal Seine-Nord, l'Europe veut la libre circulation des marchandises. À Dunkerque, nous n'avons pas peur de la concurrence et j'invite les gens du Havre à ne pas avoir peur de la concurrence. Quand on a peur de la concurrence, c'est qu'on part battu, c'est qu'on pense qu'il n'y a plus rien d'autre à faire, qu'il faut se retrancher pour se protéger. Or, dans cette concurrence internationale, nous n'avons pas à nous protéger, nous avons à aller de l'avant et nous battre. Et je vous rappelle aussi que quand on voyage, je l'ai fait une fois avec le port, pas dernièrement parce que je ne peux pas toujours le faire, mais j'étais en Australie, en Nouvelle-Zélande, quand on parle de Dunkerque, on se contente pas de parler du port de Dunkerque, parce que dans cette région, c'est Dunkerque, c'est Calais-Boulogne et c'est le port intérieur de l'île. Eh bien, tout ça, ça fait 100 millions de tonnes. Et quand on dit aux Chinois, aux Australiens, aux Néo-Zélandais ou en Amérique centrale, vous voyez, là, ici, sur la carte, il y a à peine 30 kilomètres entre les deux ports, c'est 100 millions de tonnes, mais je peux vous assurer qu'on nous regarde autrement. Et le canal Seine-Nord, c'est la possibilité d'empêcher pour une fois les 500 000 camions qui sont aujourd'hui sur la 1, c'est phénoménal, c'est beaucoup trop, ça ne peut plus durer. Le canal Seine-Nord, ce sera au moins 150 000 camions sur des barges, et ça, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie. Bien, merci monsieur de cette précision, des éléments d'articulation entre le projet du port de Dunkerque et le projet. Oui monsieur, vous vouliez intervenir, et d'autres. Ensuite, je ferai un coup un peu plus long si vous voulez bien. J'en suis désolé monsieur, il y a une trentaine de personnes à cette heure qui demandent la parole, donc on va mettre en place ce système qui était dit, toutes les questions qui seront posées auront une réponse. Donc on les répondra sur le site, on répondra d'une façon ou d'une autre, d'une façon personnalisée. En tout cas, la parole est à vous. Et est-ce qu'on peut faire circuler la feuille sur laquelle on peut poser les questions de façon à ce que personne ne soit frustré? Oui, bonsoir à tous. Je suis Jean-Charles Le Gall, président de l'Union maritime et commerciale de Dunkerque. Vous allez nous recevoir bientôt pour un focus group. Merci. Le 2 octobre, oui, un focus group organisé pour les professionnels portuaires. Bon, ici, juste pour préciser, notre union regroupe environ 60 entreprises et 1700 salariés, ce qui représente 1700 salariés. Et le but principal de l'association, c'est de défendre les intérêts généraux des activités du port et bien sûr le développement du trafic portuaire. Alors, lors de cette réunion d'ouverture, je souhaite surtout témoigner de l'importance que revêt le projet présenté par le port pour l'ensemble des professionnels portuaires que j'ai l'honneur de représenter ce soir. Alors, sans reprendre l'ensemble des facteurs et des éléments qui démontrant la pertinence de ce projet, très bien exposé et détaillé dans le dossier de maître d'ouvrage qu'a rédigé le Grand Port Maritime, accessible à tous, il nous semble essentiel, voire vital, de développer la filière conteneur à Dunkerque.
pour redonner au port un nouveau pilier solide, ainsi qu'une diversification de l'éventail de ses trafics. Il ne faut pas oublier qu'en 10 ans, quand même, avec l'arrêt des sites de la raffinerie Total et SRD, c'est 10 millions de tonnes de trafic de vrac liquide qui ont disparu. Avec l'arrêt de la centrale de Kings North en Angleterre, du site de Florange ArcelorMittal et la fermeture progressive des centrales thermiques en France, compensée partiellement par le soutien du groupe ArcelorMittal pour l'approvisionnement d'un de ces autres sites, ce sont 5 millions de tonnes de vrac solide qui ont disparu. Qu'avec la fermeture des sites Europipe et demain Ascométal, au-delà du tonnage en moins que ça représente, c'est tout un savoir-faire dans le domaine de la manutention qui est en train de disparaître. Donc le développement de la filière conteneur passe obligatoirement par la création de nouvelles infrastructures, capables de recevoir les plus gros porte-conteneurs, étant donné la course au gigantisme que se livrent actuellement les armateurs dans ce secteur. Le Port Ouest, de par ses disponibilités foncières et sa disposition géographique, est l'endroit idéal pour doter le port d'une telle infrastructure. Dans le but de proposer une offre attractive et concurrentielle par rapport au port du Benelux, tout en restant raisonnable dans son dimensionnement et son coût. Le projet Atlantique, tel que présenté, répond parfaitement à ce cahier des charges, il nous semble. D'autre part, il permettra, par rapport au projet de la Baltique, de créer des synergies indiscutables entre les différents opérateurs de terminaux, notamment par la mutualisation de portiques, par exemple, et en diminuant les temps de fouettage pour les opérations de transbordement évaluées à 30% dans le dossier porté par le maître d'ouvrage. De plus, des voies ferrées se trouvant à proximité, le pré- et post-acheminement des conteneurs par ce mode plus respectueux de l'environnement sera facilité pour les opérateurs. Donc remettre en cause ce projet consisterait donc à obérer l'avenir du port ainsi que les perspectives d'emploi sur le territoire. Depuis de trop nombreuses années, les professionnels portuaires attendent ce grand projet structurant et essentiel au développement du port et du territoire dunkerquois et de la région Hauts-de-France en général. Toute grande métropole se doit d'avoir une entrée maritime. Dunkerque doit devenir le port naturel de l'île. Alors on peut toujours vouloir plus grand, plus petit, plus respectueux de l'écologie ou inversement, comme ceci, avec cela. Mais il faut garder à l'esprit les enjeux. C'est pourquoi les professionnels portuaires, en soutenant inconditionnellement le bassin de l'Atlantique, ne pensent qu'à une seule chose, que les générations futures du Dunkerquois puissent travailler grâce à une activité du port à forte valeur ajoutée et respectueuse des normes environnementales, comme le sont le trafic de conteneurs et la logistique associée. Oui, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure. Attendez, monsieur, je vous en prie, je ne vous ai pas donné la parole, merci. On essaie de... Attendez, je vous en prie. Donc, quelqu'un m'a demandé la parole là-bas, mais... Alors, allez-y, monsieur, puisque plus personne ne se manifeste, je vous en prie. Si, moi, je fais la police des débats, si vous voulez bien. Bonjour, Jérôme Soisson, architecte. Je suis très intéressé par le débat sur l'opportunité industrielle que représente cet investissement. Je voudrais aborder un sujet qui n'a pas tellement été évoqué, c'est celui de l'urbanisme de la zone portuaire. C'est-à-dire qu'on a très rapidement balayé l'alternative Baltique-Atlantique en termes d'investissement portuaire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde rapidement sur les pages 63-64 du très beau fascicule, on voit qu'il y a effectivement 200 millions d'euros de différence, mais on ne met pas sur la table le coût de ce que représente un enclavement urbain. C'est-à-dire qu'un équipement portuaire, un investissement portuaire, c'est quelque chose qui, dans le temps, est sur une période relativement courte. Ce que je pense qu'il faudrait apporter dans le débat, c'est le coût sur le long terme de ce que représente l'enclavement d'une ville comme Gravelines par rapport à... Alors là, c'est pas l'Interland, c'est le Niederland pour le côté dunkerquois, et par rapport à l'homme-plage. Parce que je pense que les angoisses qui ont été véhiculées tout à l'heure par des interventions d'habitants de Lonne-Plage, de Mardic, là-bas il y a une dame qui a, avec beaucoup de raison, évoqué ce problème-là, ne sont pas bien prises en compte dans le chiffrage. Quand on parle d'urbanisme, on doit parler d'un urbanisme avec un chiffrage global qui ne s'entend pas non plus simplement sur un investissement sur 5 ans, mais sur un investissement sur 25-30 ans qui prend en compte justement ce coût de l'enclavement urbain. On a une expérience concrète à Dunkerque qui est l'enclavement de cette petite commune de Mardic. On a vu comment ça a évolué dans le temps. Voilà. Très bien, monsieur, je vais y revenir dans un instant, monsieur, puis monsieur. Je vous en prie. Donc, je suis Éric Dujardin, je suis le président de l'association des consignataires et agents maritimes de Dunkerque et directeur de la compagnie maritime Marfret, deuxième armateur français porte-containers, le premier était en CMA CGM, et donc utilisateur du terminal ouest depuis plus de 30 ans. Donc c'est un port que l'on connaît bien, et aujourd'hui il faut bien reconnaître que le port ouest est trop petit
Il est trop petit. Vous avez des navires porte-containers qui avaient prévu escaler à Dunkerque et qui finalement sautent l'escale faute de place sur les terminaux. Donc il est vraiment temps d'agrandir ces terminaux de manière à pouvoir accueillir les navires. Vous avez des gros armateurs mondiaux, CMA, MSC, Maersk. CMA vient de commander 9 navires de 22 000 TEU, c'est-à-dire les plus gros porte-containers au monde. 400 mètres de long, 60 mètres de large, vient de commander 9. MSC vient de commander 11. C'est le début. Il y a une fenêtre de tir, il ne faut pas qu'on la loupe. Comme disait fortement M. Raison, il y a 2 ports actuellement sur le Grand Jeu Nord qui peuvent accepter ce type de navire, c'est Dunkerque et Rotterdam. Si on loupe la fenêtre de tir, ça nous passera sous le nez, et ces gros navires-là, on ne les aura pas. En plus, j'ai entendu parler de chargeurs dans la région Nord qui ne respectaient pas la règle du jeu. On parlait de Roquette. Je ne peux pas laisser dire ça. Roquette est un fervent défenseur du port de Dunkerque. Tous les containers qui peuvent charger au départ du port de Dunkerque sont chargés au départ du port de Dunkerque. Il prend l'option Anvers uniquement pour les destinations qui ne sont pas offertes par le port de Dunkerque. Et le fait d'avoir un allongement des quais et d'avoir des nouveaux armements qui viendront à Dunkerque permettra de diversifier l'offre et à ce moment-là de permettre aux chargeurs de pouvoir charger par Dunkerque beaucoup plus aisément qu'ils ne le font actuellement. Concernant l'environnement, Dunkerque c'est certainement un des ports les moins polluants du Range Nord. En effet, comme le rail maritime est très court et que pour venir à Dunkerque, le temps de déroutement du navire est très court, contrairement à Anvers, où vous devez remonter l'Escaut et vous perdez une journée complète, vous gagnez une journée de consommation de fuel, une journée de pollution. Donc, et c'est le port qui a le temps de trajet le plus court entre le rail maritime et les opérations maritimes de manutention. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, Dunkerque est fort certainement un des ports les moins polluants du Range Nord. Et pour terminer, vous avez côté Atlantique, le port du Havre, qui est le gros port pour la France côté Atlantique. Vous avez Marseille pour la partie Méditerranée. Il nous manque à nous un grand port pour la partie mer du Nord. Ce serait quand même dommage qu'on laisse ça à nos amis anversois ou à nos amis hollandais. Il faut que la France se dote d'un grand port sur la façade nord. Voilà, je pense avoir dit ce que je pensais en tant qu'utilisateur et en tant qu'armateur qui escalait au port de Dunkerque. Merci monsieur. La parole est à vous monsieur. Très Grégoire. Donc en fait j'ai simplement une remarque à faire, c'est qui va payer. Puisque fondamentalement je suis intéressé par rapport au fait qu'il puisse y avoir des potentialités de création d'emplois, c'est formidable, mais on voit au niveau industriel dans l'actualité récente ce qui se passe, où on a avec la fusion Alstom-Siemens et les Fincantieri et STX, etc. On a une absence de contrôle de l'outil industriel français. On a en tout cas des menaces qui se profilent. Donc par conséquent, là on a un projet dont on parle en long, en large, en travers, mais qui va payer? C'est la question que je pose à Monsieur Raison, puisque finalement on a eu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, le pacte de compétitivité, où M. Gattaz nous a dit on va créer 100 000 emplois. En fait, on ne les a pas vus. Donc, la question, finalement, c'est est-ce que vous avez des projets industriels qui vont être à côté, qui vont être liés vraiment à ce développement, ou est-ce que l'État va payer, et donc l'État c'est nous, hein, tous ceux qui payent la TVA, donc c'est nous qui allons payer un projet, un beau chèque pour... quels sont les projets industriels solides derrière? Est-ce qu'il y a des engagements solides? Qui paye, il y a un emprunt, il y a les fonds propres du port, de création d'emplois. Et évidemment comment ça s'accompagne d'une stratégie industrielle d'implantation d'entreprises. Vous l'avez à la page 70 du dossier. 70% d'autofinancement par le port, 30% par des aides publiques qu'on ira chercher auprès des collectivités, auprès de l'État et auprès de l'Europe. Je voudrais juste ajouter un mot. Dunkerque est, à mon avis, le seul port métropolitain qui a toujours payé des dividendes à l'État. Voilà. Oui, il faut le dire. Bien, donc, alors, on va continuer. Non, on va arrêter, monsieur, on va arrêter. On va pas jouer les arrêts de jeu parce qu'il faut savoir commencer d'une phrase comme ça, il faut savoir finir. Enfin, c'était pas un débat, c'était autre chose. Donc là, il faut savoir finir ce débat. Mais peut-être quand même par courtoisie, je voudrais donner la parole au président de la CCI, parce que vous avez invité, même si le lieu n'est pas aussi neutre que l'aurait souhaité un certain intervenant, quand même, on va travailler en plus, on va creuser les questions qu'on dit, monsieur, je vous en prie. Puis après, je dirai quelques mots pour
pour conclure, donc ne vous dispersez pas, il n'y a rien de pire qu'un débat qui se termine, qui s'effiloche, on va dire. Je vais dire quelques mots. Je vous en prie, monsieur. Alors, je voudrais quand même préciser que la Chambre de commerce est un organisme d'État sous tutelle de l'État. Donc la CNDP est ici chez elle. Donc elle n'a même pas besoin de mon accord pour faire un débat. Donc voilà, déjà, en premier. C'est quand même une précision qu'il faut dire. Voilà. Deuxièmement, effectivement, la Chambre de commerce, comme c'est noté, est là pour donner son avis sur l'économie. Nous sommes des élus bénévoles, nous représentons les chefs d'entreprise. Et j'ai entendu beaucoup de questions sur d'abord qui va payer. Qui va payer, c'est déjà les Dunkerquois qui vont payer, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est les ressources du port, et les ressources du port, c'est les entreprises qui sont installées à Dunkerque qui payent des taxes. Voilà. Donc déjà, je pense qu'en termes de financement, c'est clair, c'est nous, les Dunkerquois. Moi, je vais seulement faire un petit moins. Moi, je suis, sans parler de moi, mais je suis petit-fils, fils de patron pêcheur et petit-fils de docker. Et je voudrais seulement dire que j'ai baigné dans ce port et qu'aujourd'hui, un port qui n'investit pas, c'est un port qui brûle. Dunkerque, c'est un port. Alors on peut dire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut pour notre ville? Est-ce qu'elle veut qu'elle progresse? Est-ce qu'elle veut qu'elle se développe? Ou est-ce qu'on veut qu'elle meure? C'est là le débat aujourd'hui. Si on n'investit pas dans ce port, on disparaîtra de la carte. Donc déjà sur le but de cet investissement qui me semble être considérable. Vous avez tous entendu aussi les professionnels portuaires. Tous vous ont dit, président de la communauté urbaine, tous vous ont dit qu'aujourd'hui, cet investissement il est indispensable pour Dunkerque. Sinon, on va rater le coche. Et ce que je vous ai entendu aussi, vous me parliez de dire pourquoi les Belges et les Hollandais, ils sont meilleurs que nous là-dessus, ils ont fait parce qu'eux, ils ont été plus rapides. Et ils se sont peut-être posé moins de questions que nous. Eux, ils ont agi. Et je pense qu'il est temps qu'on passe enfin dans ce port à l'action. On est soutenu par la région, on est soutenu par les élus locaux, vous êtes soutenu par l'économie, vous êtes soutenu par les acteurs portuaires. Le port a fait un superbe projet. Il est temps qu'on y aille. Parce que si on rate le coche, je veux dire qu'on va, là, pour le coup, à Dunkerque, on va peut-être vivre des années difficiles. Donc, il est temps d'être dans l'action. C'est la seule chose que je voulais vous dire. J'en bafoue parce que c'est ma passion, cette ville. Et qu'il est temps vraiment qu'on passe à l'action sur ce port. Voilà. Merci, monsieur. Alors, je voudrais seulement finir aussi un petit mot. C'est que le port de Calais aujourd'hui fait un investissement de 650 millions d'euros pour moderniser son port pour pouvoir recevoir des bateaux plus grands. Le port de Boulogne va investir 200 millions d'euros pour ses entreprises parce qu'ils savent que ça passe par le port. Et même le port du Tréport, dont la Chambre de commerce s'occupe également, fait des investissements de 5 à 10 millions d'euros, alors que c'est un tout petit port. Donc ça vous montre aujourd'hui que l'investissement dans les infrastructures, c'est la seule manière de faire de l'économie. Voilà. Alors je voudrais conclure un peu, non pas sur les sujets qui ont été abordés, mais comme sur finalement à quoi tout ça sert. Et quel est le job et quel est le travail de la commission du débat public. On entend évidemment des arguments, et ces arguments, je vais d'abord remercier la qualité, de la courtoisie, de la passion, enfin ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant. On entend un certain nombre d'arguments qui disent c'est inéluctable, il faut investir, on ne peut pas rester où on en est, on ne peut pas rater le coche, etc. Ces arguments, ils sont évidemment extrêmement sérieux. On entend aussi des gens qui, de là où ils sont, avec le langage qu'ils leur, avec l'expérience qu'ils leur, disent un certain nombre de choses. Ils disent des inquiétudes. Ils disent des inquiétudes sur leur emploi. Ils disent des inquiétudes, pas sur leurs emplois à venir, mais sur les emplois existants. Ils s'interrogent pour savoir s'ils sont les derniers survivants du siècle précédent ou comment ils vont passer la barrière du siècle présent. On entend des gens qui s'interrogent sur leur cadre de vie, on entend des gens qui s'interrogent sur leur mobilité, sur leur déplacement. On entend des gens qui en même temps s'interrogent sur la façon dont eux vivent les grandes mutations de ce temps et de ce siècle. Le propos du débat public, c'est d'essayer d'organiser la rencontre entre ces projections macroéconomiques, cette vision stratégique, ces investissements et cet ensemble de questionnements. Le débat public, c'est une institution de la République, c'est une institution de la République humaniste. Elle a à mettre dans les éléments de la décision l'ensemble des questions qui ont été posées. Notre job, dans les 3 mois qui vont venir, va être d'entendre les préoccupations des plus petites aux plus grandes, de les passer au tamis, de les passer au crible, et de faire en sorte que, si possible, elles se rejoignent. Parce qu'il n'y a rien de pire, je l'ai déjà dit, qu'un débat où on entre avec une position et où on sort avec la même position. Si, d'une certaine façon, les personnes qui ont posé des inquiétudes ne sont pas rassurées, si on n'a pas entendu ces inquiétudes, je crois qu'il y aura un problème, on a raté notre but. À l'inverse, si les sujets qui ont été mis au débat public, ne sont pas traités argument contre argument, rationnellement, chiffres en expertise, on sera en difficulté. Donc c'est à quoi je vous invite maintenant. Nous allons
On a fait le tour des sujets. Des sujets macroéconomiques, des sujets de mondialisation, des sujets de commerce international, des sujets de conteneurs, des sujets d'industrie, et puis les impacts agricoles, les impacts santé, les impacts FSR, les impacts emploi bien sûr, les impacts de formation. Je crois que le décor est en place. Le débat public qui va autour de l'idée qu'on organise la rencontre entre la rationalité économique, la vision stratégique, le modèle de développement, et puis les questions qui sont posées par la population. Autour de ça, on va creuser les sujets, vérifier les chiffres, vérifier les affirmations, examiner les possibles et ouvrir le cas échéant, s'il y en a qui sont présentes, les alternatives. Je vous remercie pour la qualité de votre écoute et de vos interventions. Bonne soirée.